OK, bonjour. Moi, en fait, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé au courant de ma maîtrise. Le titre, c'était Simulation des interactions aquifères-tourbières-rivières en contexte de changement climatique de la région des tourbières de la Lanoret. Donc, on va axer plutôt sur les échanges entre l'eau souterraine et l'eau de surface, mais aussi voir comment ces échanges-là vont varier avec les changements climatiques. Donc, avant de commencer, je pense que c'est important de définir ce que c'est une tourbière parce que vaguement, ça peut paraître simpliste, mais après ça, comment l'hydrogéologue le voit est vraiment différent. Les tourbières sont des écosystèmes qui sont saturés en eau, caractérisés par de fortes accumulations de matière organique provenant de sphènes, de plantes herbacées et de matériaux. Et donc, c'est des environnements où on retrouve une biomasse qui s'accumule plus qu'elle ne se décompose. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont saturés en eau et donc ils sont en soi des aquifères, et donc des expressions de surface de l'eau souterraine. Les tourbières, en fait, aussi, sont des milieux qui sont transitoires entre les écosystèmes terrestres et aquatiques. Donc, c'est des milieux qui sont transitoires, pas nécessairement juste au niveau entre terrestres et aquatiques, mais aussi entre l'eau de surface et l'eau souterraine, et c'est sur ça qu'on va axer dans ce cas-là. Donc, une tourbière, la dynamique hydrique, le bilan, en fait, ici, on représente une tourbière qui est située en amont d'un système hydrographique. Et donc, les tourbières sont alimentées... Oh, je peux juste faire ça. Donc, les tourbières, en fait, sont à la fois alimentées par les aquifères, et donc la nappe phréatique, par les précipitations. Donc ça, c'est les intrants. Les extrants, c'est l'évapotranspiration, donc paramètre qui est relié à la température, avec au vent, au rayonnement solaire, etc. Et aussi les échanges entre tourbières et rivières qui ensuite vont quitter la tourbière. Et donc, il y a d'autres processus. Ici, j'en ai seulement mis 4, mais c'est seulement pour vous illustrer le cas qu'on va voir en fait à la Lanoret. Qualitativement, ces écoulements souterrains-là peuvent se voir, par exemple, ici on a un cas où on a une tourbière, donc peuvent se voir en surface avec des structures géomorphologiques qui nous donnent un sens d'écoulement dans cette direction-là. Et donc on voit au final des interactions, on les voit qualitativement, mais maintenant, en fait, l'idée c'est qu'on comprend peu leur mécanisme et surtout leur quantité. Donc c'est quoi l'influence qui joue? C'est quoi leur importance au niveau de la préservation de ces milieux-là qui ont des fonctions importantes, par exemple, sur la qualité et la quantité des rivières, de l'eau qui coule dans les rivières. Donc, les questions de recherche de ma maîtrise pouvaient se résumer par quels sont les pourcentages d'eau qui peuvent être annuellement échangés entre un aquifère et une tourbière. Quels sont les pourcentages d'eau qui peuvent être annuellement échangés entre une tourbière et une rivière et comment ces échanges-là peuvent être modifiés avec les changements climatiques. Donc, la tourbière que j'ai étudiée est située dans le sud du Québec. Ça s'appelle la tourbière de la Lanoret. C'est en périphérie du fleuve Saint-Laurent. Donc ici, juste à côté de la rivière l'Assomption, à 10 km au sud de la ville de Joliette. Pourquoi cette tourbière-là a été étudiée dans ce cas-là? C'est pour 3 raisons. Ici, on a une représentation de la tourbière et des bras de la tourbière. Puis, elle occupe une grande superficie. C'est une des plus grosses du sud du Québec, d'environ 76 km², ce qui en fait, c'est excessivement grand. Et donc, la deuxième raison pourquoi on a étudié cette tourbière-là, c'est que, comme on peut voir, la tourbière est située en amont des réseaux hydrographiques de 5 rivières. Et donc, ici, on a la rivière Saint-Jean, ici, on a la rivière Saint-Antoine, ici, on a le Pointe-du-Jour, bras du sud-ouest, et ensuite la Saint-Joseph. Et donc, on peut supposer qu'il y a un échange qui se fait entre la tourbière et les rivières, et donc pour maintenir les débits de base. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet environnement-là. Et la troisième raison, c'est que l'aquifère, en fait, la tourbière est sur un ancien delta, où on retrouve la nappe phréatique qui suit la topographie et donc qui est située en plus haute altitude que ce qu'on peut retrouver ici dans la tourbière. Et donc, on suppose qu'il y a des échanges constants entre la tourbière et l'aquifère environnant. Simplement, géomorphologiquement, en fait, la tourbière est située en basse topographie puisque c'est des anciens chenaux du fleuve Saint-Laurent lors de la déglaciation, il y a eu un rebond isostatique et donc le fleuve a pris le lit qu'on voit aujourd'hui, mais avant, il occupait tout cet espace-là.
Donc, comment l'eau, à partir de cartes piézométriques, on a étudié comment l'eau circulait dans cette région-là. Et donc, on a remarqué qu'il y a deux écoulements. Donc, il y a deux types d'écoulements. Donc, un écoulement qui est plutôt régional et donc un écoulement qui est plutôt local. En fait, ce qui arrive, c'est que l'écoulement régional ne participe en aucun cas au bilan hydrique de la tourbière puisqu'il est drainé directement par les débits de base, par les rivières, qui est la rivière La Chaloupe ici et la rivière l'Assomption. Et donc, l'autre type d'écoulement qui est beaucoup plus local, qui alimente constamment la tourbière, mais on peut retrouver quatre sous-types qui sont finalement des écoulements radials centrés sur des hauts topographiques, comme on peut voir, que ce soit dans la tourbière ou dans le système deltaïque, des écoulements unidirectionnels où finalement la tourbière est drainée par l'aquifère. Ça, c'est plutôt type à cette région-là, parce qu'en majorité, en fait, c'est des écoulements où l'aquifère va alimenter l'aquifère qui ensuite, la tourbière va alimenter la rivière. Donc, on a vraiment ce lien fort-là dans cet environnement-là, dans cette région-là. Donc, comment j'ai fait pour étudier et quantifier? J'ai utilisé un modèle qui s'appelle MikeShe, qui est pas souvent utilisé en fait ici, mais c'est un modèle danois. C'est un modèle SHE voulant dire Système hydrologique européen. C'est un modèle qui est complètement couplé et donc on peut autant reproduire des processus de surface que des processus souterrains ou entre les deux, finalement, les zones insaturées. Tous les équations prenant en charge les écoulements de rivière, c'est les équations de Saint-Venant. Les équations en zone saturée, c'est les équations de Richard et les équations de Darcy. De plus, on peut ajouter des modèles de fonte. Et donc, c'est un modèle qui est capable de coupler complètement les processus, mais encore une fois, ça prend beaucoup de données. Donc, l'objectif final donc maintenant, c'est de pouvoir le coupler et ça fonctionne relativement bien. C'est pas les résultats que je vais vous présenter, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé la zone saturée dans laquelle j'ai inclus un modèle de fonte et hydrotel qui a été construit avec les apports verticaux. Donc, c'est un modèle de fonte qui donne des apports verticaux et donc qui est une quantité d'eau disponible à l'infiltration. Ça a été fait par le CHQ, par Charles Poirier. Donc, les données disponibles, en fait, on a installé deux stations. On a installé une station hydrométrique sur la rivière Saint-Joseph et il y en avait une du CEHQ ici, dans laquelle on a retiré des hydrogrammes, on a fait des évaluations de débit de base avec les équations de Chapman, puis pour ces deux rivières-là, pour donner une approximation, pour calibrer le modèle. Les autres données sont... les eaux souterraines. Il y a deux types. Il y a, dans le fond, des données qui étaient ponctuelles et non temporelles, qui étaient rassemblées au niveau du système d'information hydrogéologique. Et il y a des piézomètres qu'on a instrumentés avec des sondes pour voir c'est quoi les dynamiques des eaux souterraines et les interactions possibles entre le milieu, la tourbière. L'autre, c'est on a caractérisé les propriétés physiques puisque le modèle est complètement physique. Donc, il fallait définir des propriétés physiques associées avec la conductivité hydraulique et, pour voir comment la vitesse que l'eau pouvait circuler. Et donc, il y a des études qui ont été faites plus spécifiques sur la tourbière parce que l'idée, c'était de bien représenter toutes les variations possibles de conductivité hydraulique associées, associées avec les variations verticales de conductivité hydraulique. Par la suite, le modèle a été construit. On a utilisé une zone en utilisant la carte piézométrique avec charge constante aux limites, qui est le fleuve Saint-Laurent ici. Par la suite, des zones sans charge, sans flux, no flow boundary. Puis, les rivières ont été représentées ici par des charges variables ou qui étaient contrôlées par des coefficients de liquage. Et donc, des coefficients qui déterminent l'échange eau souterraine, eau de surface. Puis, les drains agricoles ont été ici représentés par des drains avec des valeurs fixes. La recharge ici a été séparée en 3 régions. Donc, des régions qui sont plutôt forestières, où il y a un grand couvert forestier, en fait, qui recoupe aussi la tourbière. Des zones plutôt agricoles en noir et des zones qui sont très urbaines et donc on observe presque pas de recharge puisque tout est pavé.
Et ici, on a la représentation de la tourbière. Et donc, au final, on a pris 5 couches. On a séparé la tourbière en 5 couches de 50 cm, à l'exception de la dernière, dépendamment de l'épaisseur de la tourbière, avec des conductivités hydrauliques qui passent de l'ordre de 10-2 mètres par seconde jusqu'à 10-8, donc une couche complètement imperméable. Les scénarios climatiques, en fait, il y en a une variété. C'est des scénarios climatiques globaux. L'objectif ici n'était pas de déterminer c'est quoi l'ensemble des possibilités sur les échanges aquifères tourbières, mais bien de comprendre c'est quoi, quelle est la capacité du milieu, c'est quoi la résilience de la tourbière en fonction des changements climatiques. Et donc, on a choisi 6 scénarios qui étaient basés, en fait, dont on augmentait la température et donc on augmentait l'évapotranspiration en conditions de recharge, et donc qui allait avoir un effet majeur sur les nappes phréatiques, puis des changements climatiques dont les précipitations ici étaient minimalement réduites et minimalement augmentées, et donc on se retrouve plutôt dans ce cadre-ci. Donc ici, voici les 6 scénarios qui sont les Canadiens globaux. Et donc, on a traduit ça ici en diminution de recharge. Et donc, on voit même avec des scénarios extrêmes, on peut obtenir des scénarios de recharge de 0%, et donc finalement qu'il n'y a pas de modification associée avec les changements climatiques, jusqu'à des réductions de 50%. Et donc, c'est cette donnée-là que j'ai rentrée pour étudier l'effet des changements climatiques sur la tourbière et les niveaux et les échanges aquifères tourbière-rivière. Donc ça, c'est la calibration. Donc ici, on a les charges mesurées et les charges simulées. Au final, il y a relativement une bonne représentativité qui est centrée sur 0. Donc, on a confiance au modèle. Par la suite, 2 rivières. Donc ici, on a les débits de base moyennés annuellement qui ont été calibrés. Et donc ici, c'est les équations, c'est les approximations de Chapman. Et ici, les débuts mesurés. Donc, sur 2 rivières, on a pu bien contrôler les débits de base, mais aussi, il y a eu des mesures ponctuelles sur l'ensemble des autres rivières pour avoir une idée. Et donc, les résultats. En fait, les résultats sont intéressants en termes d'hydrologie des milieux humides. Ici, si on regarde, c'est quoi, quels sont les échanges entre l'aquifère et la tourbière, mais on remarque que 52% de l'eau qui se retrouve dans la tourbière de façon annuelle vient directement de l'aquifère. Et donc, qui joue un rôle déterminant sur, au final, la capacité du milieu à survivre. Par la suite, l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que les rivières, le débit de base qu'on retrouve dans les rivières annuelles, la tourbière y contribue et peut y contribuer de 41% jusqu'à presque 100% lorsqu'une rivière coule totalement sur le milieu humide. Ce qui fait que une destruction du milieu humide, pour peu importe les raisons, pourrait causer des modifications hydriques majeures sur les différentes rivières qui sont utilisées pour l'agriculture et donc causerait aussi des problèmes pour les agriculteurs. L'autre aspect qui est important, c'est que le drainage ici, et donc l'ensemble des petits drains qu'on retrouve ici, contribue à, je le vois pas bien, 28% du bilan hydrique. Et donc, il faut s'assurer que le réseau de drainage, qu'il n'y ait pas une augmentation ou une diminution, ce qui pourrait causer aussi une diminution des niveaux de nappe observés dans les tourbières. Et donc maintenant, si on regarde l'effet des changements climatiques, en fait, si on regarde ici les échanges aquifères-tourbières, et donc l'eau qui provient de l'aquifère qui se dirige dans la tourbière, au final, avec une diminution de recharge de 50%, on observerait une diminution de 50% des échanges entre l'aquifère et la tourbière, ce qui pourrait causer une désintégration du milieu humide, des fonctions du milieu humide et tout associé. Par la suite, si on regarde les débits de base, donc, les débits de base ici sont en noir. Avec une réduction de recharge, on observerait une diminution de 10 mètres cubes par seconde sur l'ensemble du réseau hydrographique. L'ensemble des 5 pas sur l'ensemble, en fait, parce qu'on a une certaine variabilité, mais en moyenne, une variation de 10 mètres cubes par seconde.
Ce qui peut être drastique dans les cas où on a des rivières qui ont des débits de base non, c'est 0... Attends, excusez-moi. Ouais, c'est 0,10 mètres cubes par seconde, et ce qui peut être drastique dans des cas où on a des rivières, des moyennes de débit de base de 0,30 mètres cubes par seconde. Et par la suite, les niveaux de nappe pourraient diminuer, ici jusqu'à 1,5 mètres au max en moyenne. Et donc, dans un environnement où on retrouve un mince aquifère, et donc en moyenne 8 mètres, mais ça peut être problématique pour l'approvisionnement en eau pour les agriculteurs. Et donc, les conclusions, c'est les changements climatiques peuvent compromettre la viabilité des tourbières se retrouvant dans des contextes similaires. Les changements climatiques pourraient compromettre de façon irréversible les dynamiques hydriques des rivières alimentées par les tourbières. Et le dernier, il est important de considérer les changements climatiques dans les plans de conservation et d'aménagement du territoire, ce qui n'est presque jamais fait. Donc, merci de votre attention.